Bonsoir, soir, oui, bonsoir, bonjour, je vais assumer mon bonsoir. Bonsoir, bienvenue à la table ronde Art et Nouvelles Technologies au Festival de la bande dessinée de Montréal, directement devant vos écrans. Je suis avec Jean-Michel Bertillon, bonjour. Bonjour. Francis Béarnais, bonjour. Bonjour. Et Julien Paré-Sorel, bonjour aussi. Salut! Tu es un auteur, on l'a vu, c'est officiel maintenant. Donc, nouvelles technologies, art. Quand on parle de ça, en fait, quand on parle de nouvelles technologies, on peut autant parler de nouveaux outils d'intelligence artificielle, de nouveaux supports. Ça peut être très, très large. Et quand on parle d'art, donc, je pense qu'il faut commencer par les outils parce que dans un contexte actuel, on parle de nouvelles technologies, on pense tout de suite justement à l'intelligence artificielle, aux plateformes de diffusion, mais il faut penser que la bande dessinée, là, bon, comme on la connaît depuis le début du 20e siècle, il y a eu énormément de changements technologiques qui ont eu un impact important. Jean-Michel, je te lance là-dessus. Comment ces changements-là ont modifié notre rapport au 9e art? Oui, oui, là, on parle les 100 dernières années, les 20. Oh, ben, l'impression de Gutenberg a été quand même une technologie qui a chamboulé plusieurs milieux. Non, mais quand même, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours des innovations dans le domaine de l'impression, puis il y a toujours des innovations dans la diffusion, et ainsi de suite. Puis, ce que je trouve intéressant, moi, c'est plus comme le rythme d'adoption. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec les BDistes aussi, c'est comment est-ce qu'ils sont capables de prendre une technologie existante et la transformer pour soit formellement changer les trucs ou thématiquement changer les trucs. Le comic book en soi-même est une transformation technologique. Ils ont trouvé des coupures de journaux par terre, des vieux strips. Ils ont dit, ça serait intéressant si on les collectait ensemble, on les broche, on les revend aux enfants. C'est comme ça que le comic book a vu le jour. C'est continuellement en mutation. Honnêtement, là, c'est plus dans les 30 dernières années avec l'arrivée de l'Internet où il y a eu des trucs comme l'écran, le Infinite Canvas, l'idée qu'on est capable de dérouler à l'infini, à gauche, à droite, en bas, peu importe. Ça l'a définitivement changé des trucs. Et c'est des grandes expansions et des formes qui se figent. Fait que les BDistes, essentiellement, ils voient un champ de possible. Ça devient ultra enthousiasmé et c'est honnêtement très enthousiasmant. Et là, tranquillement, les gens se mettent à avoir une espèce de pratique commune. Et ensuite, il y a une nouvelle technologie qui apparaît. Mais honnêtement, là, c'est l'Internet qui a changé beaucoup de trucs. Puis là, je pense qu'on est plus dans une époque de plateforme. C'est les plateformes qui changent les choses. Tu parles de l'arrivée d'Internet, effectivement, et Francis et Julien, les deux, vous l'avez utilisé depuis le début de votre carrière respective, c'est sûr. Entre vos débuts et maintenant, décrivez-moi un peu le parcours technologique que votre art a emprunté, que vous avez emprunté dans votre métier. Francis, je commencerai par toi. Au départ, moi, j'avais pas tant en tête cette idée-là. Tu sais. Je voulais faire de la bande dessinée puis faire des livres. C'est par après que tu te rends compte que, justement, qu'Internet est très utilisé par les autres collègues, par plein d'autres auteurs et autrices qui utilisaient Internet. Là, je parle à l'époque des blogs BD. Là. On parle des années... Entre 2000 et 2010. Oui, exactement. Entre 2000 et 2010, oui. Fait que ça a donné le goût. Puis je pense que ça a été aussi très profitable pour la bande dessinée au Québec en général, parce que ça crée une espèce d'émulation où tu vois des gens qui mettent des trucs sur Internet fréquemment. Puis toi, ça donne le goût aussi. Donc, je me suis monté mon site, mon blog, tout ça. Un peu par la suite, avec l'Office national du film, j'ai travaillé sur un concept à partir de Burkett où on demandait par Internet aux internautes de me fournir un peu les thèmes que j'allais devoir aborder dans les semaines suivantes. Puis à un moment donné, aussi un truc que je trouvais chouette, c'est qu'on faisait des événements live. On s'est mis à faire des événements live où je dessinais devant public. J'avais un musicien qui m'accompagnait et ça, c'était retransmis par Internet et on pouvait sélectionner on pouvait sélectionner la caméra qu'on voulait. Donc, je sais pas, j'avais fourni une image. Je sais pas si on peut la montrer cette image-là. On va essayer, continue, puis je te dirai ça. OK. Puis, parce que
quand je pensais à ça, au thème d'aujourd'hui, puis je me disais, ben, nouvelle technologie, faut un peu définir ce qu'est. Ah bon, on le voit là en ce moment. Donc, on peut voir qu'on pouvait, il y avait comme 4 possibilités de caméra. Il y avait aussi des invités qui étaient là pour chatter avec le public en ligne. Fait que je me disais, tu sais, c'est le genre de trucs qu'on a fait en 2012, mais qui serait encore plus pertinent aujourd'hui, où ce qu'on a, on est dans une période où il faut essayer de trouver d'autres façons de montrer son art, puis surtout pour ceux qui font du spectacle vivant. Fait que je me rappelle de ça, où je me demandais un peu à quoi ça allait servir éventuellement, mais aujourd'hui, c'est très concret, là, un truc comme ça. Donc, tout ça pour dire que, puis par la suite, ben aujourd'hui, c'est sûr qu'avec les Facebook et Instagram de ce monde, là, faut un peu emprunter aussi ce chemin-là, que ce soit pour faire sa promotion, ou il y en a qui carrément qui publient là-dessus. Tu sais. Moi, c'est pas un chemin que j'ai décidé d'emprunter, mais il y en a plusieurs qui le font, là. Tu parles beaucoup de diffusion dans ton rapport avec la nouvelle technologie. Est-ce que dans le travail concret, tu travailles aussi avec ça beaucoup, tablette graphique ou autre outils? Ben, un peu, mais pas tant. Je suis encore très crayon papier, mais tu sais, de toute façon, l'ordinateur, on peut pas s'en sauver de nos jours, là. Même si tu travailles en dessin sur papier, il faut que tu le numérises, faut que tu scannes ton dessin, faut que tu nettoies, faut que tu la prépares. La couleur, moi, je suis pas un gars de couleur tant que ça, mais quand je suis pogné pour en faire, ben c'est sûr que j'y vais avec ça. C'est quand même le plus simple. Donc, l'ordinateur rentre en ligne de compte nécessairement, tu sais. Donc, on s'en sort pas, là. Julien, toi, c'est quelque chose que tu pratiques beaucoup. Donc, dans ton parcours, est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit, là, je passe du papier vers le matériel numérique? Moi, dans le fond, c'est au cégep que j'ai découvert Photoshop puis la tablette graphique. Donc là, j'ai commencé à travailler vraiment en illustration, puis toute ma coloration BD sur Photoshop en numérique. Après ça, j'alterne avec le temps. Parfois, je fais des projets 100% numériques. D'autres fois, c'est moitié traditionnel, moitié numérique. Donc, par exemple, je vais faire le crayonné, l'ancrage traditionnel sur papier et la couleur sur Photoshop ou Clip Studio Paint. Comme par exemple ma série actuelle, ça, c'est moitié-moitié. Aventure aux arts, oui. Exact. J'ai découvert la tablette graphique. Après ça, j'ai découvert la Cintiq, qui est l'écran sur lequel on dessine directement. Donc ça, c'est vraiment des outils, dans le fond, qui facilitent et qui font varier nos méthodes, nos techniques. Après ça, pour le volet diffusion, moi, je me rappelle bien, vers 2006 environ, je voyais déjà l'apparition de beaucoup de blogs BD, notamment celui de Francis. Il y avait celui de Iris aussi, qui était impressionnant aussi à l'époque. Oui. Viviane aussi. Je suivais Scott McCloud, Boulet, qui jouait justement beaucoup avec la notion de cadrage, de faire des strips horizontaux ou verticaux qui prenaient avantage du numérique avec le web, là. Ah, mais c'est fou ça, Julien. Tu parles de ça, là, on dirait que ça fait 100 ans, mais ça fait 10 ans peut-être? C'est ça, c'est assez récent, mais c'est comme dans les premiers. Donc là, comme beaucoup de gens à l'époque, je m'étais parti mon blog, que j'ai alimenté à chaque semaine, que je mettais des extraits, des pages, des croquis, tout ça. Puis quand l'apparition ce qu'on appelle les réseaux sociaux, les fameux réseaux sociaux sont arrivés, là, on dirait que moi, la façon dont je l'ai vu, c'est pour les nouvelles ponctuelles, j'ai migré vers les réseaux. Mais puis le blog ou le site web est devenu un portfolio plus stable. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai apprivoisé, on va dire. Jean-Michel, tu travailles pour la chaire canadienne de recherche des arts et en littérature numérique, l'ALM à l'UQAM. Mm-hmm. Donc, ton travail consiste à étudier ou à penser à ces choses-là. Oui, essentiellement. Donc, tantôt, tu parlais, qu'on est rendu vraiment à une ère de plateforme. Quel impact ça a, selon toi, sur les créateurs et leur travail? C'est une super bonne question. En fait, je pense que c'est du cas par cas. Moi, en fait, c'est plus des observations personnelles. Je continue à être un grand fan de BD. J'aime ça, suivre les activités des BDistes que j'admire et qui m'impressionnent. Mais ce que je me rends compte, c'est que dans la question par rapport aux nouvelles technologies, on est rendu où on pose de moins en moins de questions par rapport aux outils ou aux plateformes qu'on utilise pour créer. Mm-hmm. Mais moi, qu'est-ce que je vois, c'est plutôt
une tendance à avoir à se perfectionner par rapport aux méthodes de diffusion. C'est ça que je vois beaucoup. Puis pour certains, je trouve ça un peu anxiogène, je trouve ça dommage parce qu'il y a une démultiplication des plateformes de visibilité qui fait en sorte que j'ai souvent l'impression que les BDistes doivent amplifier leur travail, doivent être continuellement à la fois devant leur table de travail, mais aussi devant leur téléphone, devant leur ordinateur pour répondre aux besoins de la communauté. Donc, il y a vraiment quelque chose ici que peut-être que c'est éphémère, peut-être que c'est moi qui ressens ça parce que je regarde aller et je me dis, wow, il faut à la fois que tu sois capable de perfectionner ton art, mais il faut aussi que tu sois capable de perfectionner ton canal de diffusion et de communication. Et ça, c'est plutôt nouveau par rapport à, si on revient, mettons, 20 ans en arrière, où on se faisait engager par une revue, où on avait un éditeur, on n'avait pas tant à faire ce travail de diffusion, de promotion-là, tandis que là, on a l'impression que les auteurs se transforment en PME. C'est exactement ça. Ils ont besoin de faire leur promotion un peu tout le temps. Francis, est-ce que tu te sens, toi, est-ce que tu sens ce besoin-là dans ton travail? Ben, moins que d'autres, parce que je regarde, mettons, Axel Lenoir qui vient de partir un Patreon, ou Cab, qui est très actif aussi sur Patreon. Puis, je reviens à l'idée du blog BD, tu sais. Puis, à un moment donné, le blog BD, il a fini par avoir une espèce de sentiment qui n'était pas juste partagé par moi, mais où on avait l'impression qu'il fallait un peu nourrir le monstre. C'est-à-dire qu'il fallait mettre du contenu tout le temps. Puis, tu avais l'impression que si tu n'en mettais pas, tu allais perdre tout ton monde. Puis, justement, c'est devenu un peu anxiogène, ce qui fait que moi, j'ai slacké sur tout ça. Puis, de l'autre côté, je regarde un gars comme, mettons, Pascal Girard, qui n'est pas tant présent. Il y a un Tumblr, il est un peu sur Instagram, mais je veux dire, s'il sort un nouveau livre, on va être plusieurs à se garrocher puis à vouloir le lire, tu sais. Fait que je sais plus trop où je me situe par rapport à tout ça, mais je suis tout le temps en train de me dire je devrais faire plus de promos, je devrais faire plus, je devrais faire ci, faire ça. Mais au final, je pense que l'intérêt, c'est de faire des bons livres, tu sais. Fait que c'est un peu là où j'en suis. Julien, toi? Ben, c'est vraiment intéressant, ça, parce que je pense que, heureusement et malheureusement, c'est une nécessité quand on commence en bande dessinée, je pense. Si on veut se faire remarquer, c'est une bonne façon. Mais une chose est certaine, c'est chronophage. Ça prend énormément de temps, plus qu'on pense. Puis si on décide, de exemple, partager quelque chose sur un réseau, mais de faire un genre de système que ça repartage automatiquement sur les autres plateformes, il y a comme un genre d'algorithme qui fait en sorte que ça va pas être autant vu. Donc, c'est plus avantageux de faire manuellement une plateforme à la fois. Donc, ça prend du temps. Oui, ça peut être stressant. Je pense que si nos projets prennent de l'ampleur, ils gagnent en intérêt, peut-être on a moins besoin de prendre le temps de le faire. Mais oui, c'est vraiment particulier la relation qu'on peut entretenir avec cette dynamique-là. Je pense que c'est du cas par cas. Moi, j'aime avoir le retour des gens qui suivent mon travail pour avoir leurs commentaires, avoir leurs questions, entretenir une discussion. Ça me nourrit, puis ça m'encourage, ça me donne de l'énergie pour repartir là, après ça à ma table à dessin. La seule chose que je me demande par rapport à ça, excuse-moi Jean-Michel, vas-y. Non, mais c'est que je posais aussi, en fait, il y a une question implicite aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi l'idée de compétence. C'est quand, dans les années 90, peut-être la décennie 90 à 2000, il y avait quelque chose sur le fait que les BDistes professionnels étaient capables de se payer l'équipement. Parce qu'il y a aussi ça, il y a comme une grande différence entre des personnes qui commencent et quelqu'un qui doit s'acheter une Cintiq, sa première et tout. Fait qu'il y avait un climat par rapport à ça, que les professionnels pouvaient continuer à faire du travail professionnel parce qu'eux autres, ils avaient l'équipement ou il y avait l'argent pour se payer l'équipement. Puis là, on arrive aussi avec cette idée-là parce que là, comment Francis et Julien en parlent, c'est quelque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Mais il faut souligner le fait que les réseaux sociaux, ça vient avec de la compétence. Il y a des gens qui sont capables de le faire, il y a des gens qui sont bons, puis il y a des gens qui ne se le sont pas. Il faut arrêter d'entretenir cette idée-là que n'importe qui débarque avec un compte actif est capable de faire ça. Non, il y a des compétences clés, c'est pour ça qu'il y a des professionnels, il y a des gens qu'on paye pour faire la gestion des réseaux sociaux. Bien, moi, mes BDistes, je veux que ce soit les meilleurs BDistes possibles. Je ne veux pas nécessairement que ce soit des meilleurs gestionnaires de contenu en ligne possible.
Ben, tu soulèves un bon point, Jean-Michel. Puis moi, c'est l'idée que j'ai toujours en tête. Je me dis, on dirait qu'on oblige les artistes maintenant à se substituer au rôle que tenait l'éditeur avant, donc pour la promo, pour tout ce qui est pour tout ce qui est promotion, diffusion et tout ça. Je me demande à quel point c'est pas vraiment deux métiers, puis que ça devrait pas rester deux métiers. Je sais pas, Julien, toi, est-ce que tu sens que tu as ça en toi quand tu pensais à devenir auteur, tu avais le goût toi aussi d'être là-dedans ou ça serait la job de quelqu'un d'autre? Ben, c'est un boulot de communication. Donc, j'aime communiquer mon travail, ce que je fais parce que je suis passionné. Après ça, est-ce que je pensais mettre autant de temps, passer autant de temps sur les réseaux sociaux? La réponse, c'est non. Mais je vois des avantages, je vois qu'il y a des beaux effets, des belles conséquences. Mais je pense aussi qu'il faut que, si on est édité, que l'éditeur fasse sa part aussi. Puis quand l'éditeur fait sa part et que l'auteur ou l'autrice est aussi dynamique, ben là, ça peut faire un très bon combo, là. Donc, la majorité du temps, ça se passe bien. Mais après ça, c'est comme Francis, il disait, moi, je suis assez d'accord avec lui. Il y a des périodes où j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus. Je suis plus en mode production, création. C'est libre à chacun. Mais il y a du bon là-dedans, mais c'est ça prend du temps et de l'énergie. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans la spirale de trop y aller tout le temps puis de mettre de côté la création. Parce que forcément, Francis, quand tu fais ça, puis que tu fais parler de toi, puis que tu es actif et tout ça, ben tu crées pas. Oui, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est qu'à un moment donné, je me suis posé la question et je me pose encore entre est-ce que mon public est tant que ça, suit tant que ça ce que je fais par les réseaux sociaux? Puis je me suis rendu compte que pas tant que ça, en fait. J'ai une partie des gens qui me suivent qui vont, bon, c'est ça, qui aiment bien ce que je fais, puis qui vont venir me voir dans les salons, tout ça. Mais c'est pas tant ça. J'ai pas tant un crew, on va dire, qui me suit sur peu importe ce que je vais faire, tu sais. Donc, c'est vraiment une question. Moi, c'est vraiment faire des livres qui fait que les gens finissent par entendre parler de mon travail, là. Puis, donc, toi, tu serais un modèle peut-être plus traditionnel, Francis, tandis que Jean-Michel, il y a Boom. Si on pense à l'exemple québécois, donc Boom, qui est vraiment très active et qui est très bonne sur les réseaux sociaux. Absolument, absolument. Puis ça, c'est ça, je me rends compte que je suis un peu en train de... Je ne veux pas peindre une image catastrophique parce qu'il y a aussi quelque chose de vraiment intéressant par rapport à la présence des BDistes en ligne sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai aussi l'impression qu'il y a un transfert de créativité. Donc, cet imaginaire-là de la bande dessinée, du travail graphique, de déjà travailler avec des cases, des choses comme ça, ils sont capables, certains sont très bien capables de passer cet imaginaire-là vers certaines plateformes. Et ça, à mon avis, ça rehausse la beauté des plateformes. En fait, je peux admettre que j'aurais beaucoup moins intérêt envers Instagram si ce n'était qu'il y a des BDistes qui s'affichent et qui font des œuvres incroyables là-dessus. Fait que c'est le fun parce que si on enlevait les réseaux sociaux aux BDistes, ben à la fois, les BDistes auraient peut-être plus de difficultés à se faire voir, mais les plateformes elles-mêmes seraient moins belles, moins vibrantes, moins créatives. On en a, là, je sais que je suis en train de parler, puis tout le monde qui nous écoute actuellement a un ou une BDiste en tête là, qui trouve que c'est extraordinaire qu'est-ce qu'ils font en ligne parce qu'ils réussissent à transposer leur imaginaire sur ces plateformes-là. Oui, puis on va avoir accès à des œuvres qu'on ne verrait pas dans un livre parce qu'ils ne seraient jamais publiés non plus, puis ça serait à perte. Mais peut-être dernière question pour l'instant sur ce sujet-là avant de faire une transition, mais un auteur ou une autrice de 22 ans aujourd'hui qui veut faire carrière en bande dessinée, qui arrive, là, elle a plein d'idées, elle veut se faire éditer. Est-ce qu'elle a le choix de ne pas aller sur les réseaux sociaux et de ne pas essayer de se créer un following là-dessus? Je pense que la personne a le choix, mais ça va être plus difficile si elle a uniquement un portfolio en ligne via un lien web. Si la personne a une page qui sert de portfolio, c'est beaucoup plus facile de trouver la personne, de voir son travail. Si je peux juste me permettre de compléter un peu ce que Jean-Michel disait tantôt, comme on a évoqué tantôt, c'est un art en soi, communiquer son travail. C'est un boulot de communicateur.
Puis je pense que surtout, j'ai l'impression que les gens qui font de la bande dessinée sont très, très généreux de leur temps, puis de ce qu'ils font, puis de démontrer, regardez tel extrait. Puis on fait pas d'argent avec cette partie-là de notre travail. Donc, si les gens ils apprécient ce qu'ils voient, ce qu'on met en ligne gracieusement, ben s'ils veulent nous encourager ou nous remercier, d'aller commander ou d'aller se procurer nos livres. Je pense que, comme Francis l'a si bien dit, tout doit toujours, je pense, être ramené vers le livre qui est l'aboutissement de tout. Là. Ben encore là, tu soulèves un problème intéressant. Puis là, je voulais quitter ce sujet-là, mais je vais rester là. Désolé. Non, mais tu soulèves un problème que je trouve très intéressant, ou en tout cas un point qui est justement l'idée de la rémunération des artistes, puis votre rémunération à vous, qui va passer par le livre qui ne vous paye pas tant que ça, à moins d'avoir un bon contrat ou d'être dans les privilégiés, dans le 1% de l'édition québécoise, si on reste ici. Et donc, tout le travail que vous allez faire, qui est non rémunéré, pour amener les gens à acheter votre livre, qui ne vous payera pas tant que ça semble un petit peu, comment dire, vain. Non? Ben, c'est l'idée de mettre toutes les chances de notre côté. Là? Oui, sauf qu'en même temps, ça reste encore que l'artiste reste pas payé puis pour tout le travail puis les 75 heures de travail que tu vas faire dans ta semaine. Ben, le choix, il est là, je pense, de balancer de manière comme qu'on soit à l'aise avec ce qu'on décide de faire. Francis? Oui, ben, il y a un autre truc, moi, qui me chicote de plus en plus dans le milieu, c'est qu'on prend pour acquis aussi que si tu invites un auteur à participer à un événement que tu as organisé, nécessairement, on prend pour acquis que cet auteur-là va annoncer ton événement sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, c'est correct. Tu sais, je comprends, mais à un moment donné, tu te dis, ouais, mais moi, là, mettons, moi, j'ai pas un si gros following que ça, mais d'autres qui ont bâti leur réseau année après année, ben j'ai envie de dire, ben si vous voulez que je partage votre événement parce que j'y suis, payez-moi en plus, tu sais, parce que c'est comme si ça valait rien, tu sais, cette fidélité-là qu'un artiste a établie avec son public, tu sais. Fait que ça me chicote, tu sais, je suis pas encore en train de dire que je suis contre, tu sais, au contraire, mais je me dis, faudrait arrêter de prendre pour acquis que l'artiste va forcément en parler, puis que si tu lui demandes, il va le faire, puis ça va lui faire plaisir. Parce que des fois, ça peut un peu scraper ton programme de post. Tu sais, mettons, tu dis, je vais parler de ci, puis ça, puis ça. Puis là, merde, c'est vrai, faut que je parle de tel événement auquel je vais participer. Puis là, ça va un peu scraper ma séquence. Puis bon, tu sais, en tout cas, j'aimerais ça qu'à un moment donné, on en parle de ça un peu. Ça mériterait une autre table ronde, carrément. Oui, mais ça revient à ce que je disais tantôt par rapport à la substitution des métiers. C'est-à-dire qu'un auteur aujourd'hui va être éditeur, relationniste, il va être appelé à faire plein de choses qui sont des métiers en soi. Mais d'ailleurs, tiens, je vais profiter de ça pour faire la transition vers Julien, qui fait ça assez bien et qui, donc, toi, tu partages beaucoup de choses que tu fais sur ta page Facebook et, entre autres, des choses que tu fais en dessin numérique 3D virtuel. Oui. J'aimerais ça que tu parles de ce travail-là, en fait, de ce que tu as fait, entre autres, pour le spectacle Le 7e art symphonique en réalité virtuelle, l'édition 2019. On peut voir plusieurs exemples de ça sur Facebook. Parle-nous de ça, c'est quoi ce projet-là? Changement de sujet. Qui reste dans le fond, c'est une nouvelle technologie que j'ai expérimentée il y a 3 ans, je pense. Donc, c'est le dessin numérique en 3 dimensions avec le casque de réalité virtuelle. J'ai commencé à explorer ça. Après, j'ai embarqué dans le projet BD 3D qui était coordonné par Culture Shawinigan. Donc, j'étais directeur technique, artistique du projet. J'ai fait des résidences d'artistes avec différents auteurs de BD. Puis, il y a eu une exposition qui a circulé beaucoup dans les 2 dernières années qui, dans le fond, invitait les gens à mettre le casque de réalité virtuelle et entrer dans 5 univers de bande dessinée du Québec. Donc, c'est des séries jeunesse. Il y avait, entre autres, La Jean-Jean, Biodôme,
les dragouilles dans la tête de François, puis ma contribution, c'était une scène de la bande dessinée de Dans une galaxie près de chez vous. Donc, pour décrire, c'est comme si on se matérialisait à l'intérieur d'une case de bande dessinée parce que la case, l'œuvre a été réalisée grâce à un logiciel. Ah, vous voyez, là, justement, a été réalisé via Tilt Brush, qui est un logiciel de dessin virtuel développé par Google. Et il y a moyen, c'est comme un genre de Photoshop simplifié. Donc, il y a moyen d'aller chercher le style qu'on utilise, qu'on a naturellement, à force de faire différents essais, puis de le transmettre comme ça en 3 dimensions. Donc, c'est comme si notre esprit rentrait dans une case parce que c'est 360 degrés de visuel. On est comme dans une scène de théâtre. Donc, on peut se promener, puis c'est à échelle, on peut voir les personnages. C'est fixe, c'est comme si le teint était figé, mais on peut rentrer dans cet univers-là. Donc, ça, c'est le premier volet. Puis toi, Julien, ça t'a permis de faire quoi de plus pour toi en tant que créateur? À part l'idée, évidemment, que tu es en 3D dans une case de bande dessinée, mais pour toi, là, c'est quoi l'avantage de ce type de technologie-là? Bien, il y a plusieurs aspects. Premièrement, c'est l'aspect immersif. T'es dans ta scène, donc tu ressens plus le lieu, les émotions, l'atmosphère, tout ça. Puis aussi au niveau, je dirais, travail plus de création technique, c'est de la 3D. Donc, c'est comme un mi-chemin entre du dessin et de la sculpture. Donc, moi, ça m'a permis de beaucoup travailler tout l'aspect sculptural de mon dessin, tout l'environnement 3 dimensions, parce que là, étant donné que tu peux aller dans tous les angles d'un élément, faut que tu le penses en 3 dimensions. Là, j'ai commencé à faire des décors de mes bandes dessinées. Puis, étant donné que je peux me promener un peu partout, ça me permet de voir différents angles de vue qu'après, je peux prendre des photos puis me créer des références pour ensuite les cases que je vais réaliser en 2 dimensions dans mes bandes dessinées. Donc, ça devient aussi un outil, un peu comme on voit en cinéma, pour avoir un décor, puis trouver le bon angle, le bon cadrage, puis ensuite aller le retravailler dans le médium désiré, dans ce cas-ci, ça, c'est la BD. Donc ça devient un outil intéressant aussi. Francis, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, toi? As-tu déjà pensé à ce genre d'avenue-là? Ben, la réalité virtuelle, je l'ai essayé un petit peu. Je m'étais pris un cours quand j'habitais à Montréal. J'avais fait quelques tests. J'avais trouvé ça vraiment intéressant, vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Sinon, un truc que j'ai quand même essayé avec un organisme Parenthèse 9 à Québec, qui est un organisme qui essaye de prendre la bande dessinée et de l'amener de le jumeler avec d'autres formes d'art. On avait fait de la bande dessinée en réalité augmentée. C'est-à-dire que moi, j'avais fait les scénarios et c'était Julien Dallaire-Charret et puis Bach qui avaient réalisé les planches. Mais ça partait avec une planche qui était physique, qui était exposée. Et avec ton téléphone, quand tu regardais la planche qui était exposée sur la rue Cartier à Québec, ben, tu avais accès à la suite de l'histoire, mais en réalité augmentée. Donc, l'idée de l'Infinite Canvas, on était dedans, là, c'est-à-dire qu'on pouvait, on pouvait aller un peu n'importe où puis augmenter l'histoire autant qu'on le voulait. Donc, ça, c'est des outils qui sont le fun, qui peuvent vraiment permettre de donner une autre dimension à la bande dessinée, d'y donner une autre avenue, genre une autre avenue de possibilités. Là. Jean-Michel, est-ce qu'on va inévitablement vers ça? Bien, inévitablement, je pense que... Trop tard! Oui, c'est ça. Si je suis capable de prévoir ça, on serait très bien. Non, mais c'est ça. Il y a des chemins. On va voir qu'est-ce qu'il va prendre. Mais je trouve ça vraiment... je trouve intéressant ce que Francis vient de dire parce que pour moi, je vais le simplifier de cette manière-là. Pour moi, toutes ces nouvelles technologies sont en train de démontrer en quoi est-ce que la bande dessinée est une expression artistique en puissance et qui s'adapte et qui réussit à investir d'autres lieux pour les rendre meilleurs. Là, c'est gros mon truc, là. Mais qu'est-ce que tu disais tantôt, Julien, par rapport au 3D? Tu sais, je pense, l'été dernier au FNC, le Festival du Nouveau Cinéma, il y avait un volet du festival qui était en VR, puis il y avait un film, en fait, qui s'intitulait, enfin, on donnait le nom de film à cet objet-là qui s'appelait Battle Scar.
puis Battlescar, ça a vraiment été mon gros coup de cœur pour le fantasy cette année-là. C'était une installation VR qu'on disait que c'était un film, mais pour moi, c'était une bande dessinée. Mm-hmm. Comme Julien le disait, tu es dans la case. Puis Battlescar, pour moi, allait chercher beaucoup plus du code de la bande dessinée que du code filmique. C'était des images en mouvement, narratives, oui, mais le travail me faisait beaucoup plus penser à le travail de décodage. C'était du travail de décodage à bande dessinée. Puis, Francis, ce que tu dis par rapport à la réalité augmentée, pour moi, c'est la bande dessinée qui vient sauver l'architecture. Là, je dis sauver l'architecture comme si elle a besoin d'être sauvée. Oui. C'est quand même un art noble et il y a des super belles choses qui se font. Dans l'innovation, la bande dessinée est capable de venir, ou du moins, bande dessinée, une conception graphique du monde est capable de donner une valeur augmentée à l'architecture. Parce que quand tu fais de ces créations-là, tu es moins en train de faire de la bande dessinée qu'en train de regarder l'architecture et dire qu'est-ce que je peux prendre de mes compétences de BDiste pour rendre l'espace, l'endroit, l'environnement plus intéressant. Fait que, inévitable, oui, parce que bon Dieu que les BDistes sont talentueux et talentueuses. Et c'est du talent qui, grâce aux nouvelles technologies actuellement, réussit à aller s'investir dans d'autres endroits, dans d'autres sphères de notre vie. Oui, Julien. Ben, je veux juste rebondir sur tout ça parce que c'est vraiment fascinant. Premièrement, je pense pas que tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, là, l'art VR, l'art augmenté, on n'est pas dans une dynamique de ça va remplacer la BD. Là. On n'est vraiment pas là-dedans. Là. Je veux dire, la bande dessinée, le livre, l'objet, pour moi, j'espère et je crois qu'il va jamais mourir. Non, c'est pas l'idée de remplacer quoi que ce soit, c'est juste l'idée de voir est-ce qu'on peut explorer autre chose grâce au code, au processus de la BD. Tantôt, je parlais de la première édition de BD 3D. Là, il y a des projets, c'est officieux, mais de pousser le concept, mais là, d'une manière beaucoup plus narrative. Donc, que ce soit un court récit morcelé en différentes cases avec des phylactères et que la personne qui se promène là va passer d'une case à l'autre et va vivre une histoire. Ce qu'on avait un peu moins dans la première édition où c'était seulement une seule scène par univers. Là, on est vraiment plus dans la narration. Puis, dans l'an passé, dans le collectif du Festival de BD de Montréal, Rue de Montréal, j'avais fait une courte histoire où je mettais des lunettes, c'est comme dans un genre de futur proche hypothétique, de réalité augmentée qui faisait en sorte que je pouvais avoir des projections en 3 dimensions, en dynamique, qui s'adaptent à la réalité pour m'enseigner quelque chose par rapport à l'histoire de mon ancien quartier. Donc, imaginez si on avait des œuvres réalisées en VR qui pouvaient être projetées en réalité augmentée et que ça, c'était une histoire fictive et qu'on suit un personnage dans notre lieu réel. Je trouve que ça offre des possibilités vraiment intéressantes. Je vais me faire un peu l'avocat du diable là-dessus parce que j'ai juste ça en tête depuis le début de la conversation. Moi, je me dis tout le temps que c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on devrait le faire. Il faut se poser la question, est-ce qu'on devrait aller là? Et on parle depuis tantôt du temps qui est fragmenté dans vos vies, dans vos carrières pour chaque chose. Là, je me dis, c'est le fun là, de vouloir développer, de vouloir aller ailleurs, de vouloir explorer, sortir la bande dessinée, l'amener vers d'autres choses. Mais encore là, est-ce qu'on devrait le faire? Là, je dis un « on » en tant qu'auteur, c'est-à-dire que est-ce qu'on devrait le faire au détriment peut-être du temps qu'on va passer pour développer une œuvre dans le médium dans lequel on pratique? Je sais pas, qu'en pensez-vous, Francis? Ben, c'est sûr que moi, à un moment donné, je me suis posé la question parce que j'étais très actif dans ce genre d'initiative-là où je participais à mélange bande dessinée et danse contemporaine, bande dessinée et cirque, bande dessinée. En tout cas, j'en ai fait vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, c'est vrai que je me suis dit, mais là, faut quand même que je fasse de la bande dessinée. Ouais. C'est quand même ça que je me sens le plus à l'aise. Mais en même temps, je trouve que tout ça permet de nourrir aussi son art. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à ça, qu'il faut essayer toutes sortes d'affaires, il faut aller essayer toutes sortes d'avenues. Puis quand tu reviens à la maison, on va dire, ben, je veux dire, t'es fort de tout ce bagage-là, tu sais. Donc, c'est vraiment pas du temps perdu, là, absolument pas. Au contraire, c'est justement, tu sais, Jean-Michel le disait tout à l'heure,
la bande dessinée, ce qui fait que c'est un art, c'est qu'il est capable de se jumeler puis de se confronter avec les autres formes d'art. Tu sais. Donc, il faut, si tu as envie d'y aller, faut y aller. Mais évidemment, si tu n'as pas envie, tu laisses faire. Là, tu sais. C'est un peu ce que j'en pense. Puis pour moi, c'est aussi de donner l'opportunité à des personnes qui ont un cerveau de bande dessinée, là, qui ont une façon d'appréhender l'art sous la lucarne de la bande dessinée, de se découvrir ailleurs. Tu sais, je pense notamment à Andy Lanning, qui a été un écrivain de comic book très longtemps. Il a écrit une grande série de Rocket Raccoon et Groot, les deux personnages de Guardians of the Galaxy. Mm-hmm. Mais Andy Lanning, maintenant, il fait de la technologie. En fait, il a fait Magic Leap, je pense, qui est comme des plateformes pour être capable de faire du VR. Il a passé de la scénarisation de la bande dessinée à côtoyer des BDS, puis maintenant, il fait du développement technologique. Oui, il y a des gens qui vont tenter des expérimentations dans certaines directions et qui ensuite vont dire, oui, mais mon cœur, c'est dans l'impression, c'est dans le travail avec la planche et ainsi de suite. Mais il y a des gens qui vont se retrouver à devenir des petites révolutions en scénographie ou en développement urbain ou des choses comme ça. On ne sait pas. J'aime beaucoup le cerveau des BDistes pour être capable d'aller innover dans d'autres places. Puis oui, il y a certains qui reviendront, mais il y a certains qui vont juste continuer dans d'autres directions et des horizons. On a une bonne question d'un auditeur, une auditrice. Vous parlez de comment les nouvelles technologies changent les façons de faire des artistes, mais comment influencent-elles l'art en soi? Jean-Michel, t'en penses quoi? Comment les nouvelles technologies influencent la bande dessinée comme telle et non pas la manière dont les artistes le pratiquent? Wow, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a autant de... Oui, c'est ça, exactement. C'est le genre de question que tu dis. Il y a autant de bandes dessinées que de BDS, là, que chaque personne intègre ça de sa manière. C'est pas une réponse qui est vraiment satisfaisante, malheureusement. Force-toi. Non, mais tu y avais un peu répondu avant. OK, je vais... donc, c'est-à-dire, Julien, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je trouve que dans ton autre réponse d'avant, tu y avais un peu répondu. Ça touchait à ça, oui, effectivement. Ouais. OK, parce que moi, ça appartient au passé, puis je l'ai complètement effacé. OK, ben, en tout cas, c'était très beau. J'ai dit ça? Oui, c'était très beau ce que tu as dit, puis je suis aussi d'accord avec Francis sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Moi, ça enrichit ma pratique de bande dessinée quand je fais des trucs qui ont plus ou moins rapport à la bande dessinée ou qui sont connexes. Puis je trouve que ça me fait du bien aussi de prendre une pause entre deux albums, passer, mettons, 1 ou 2 mois sur un projet spécial avant de réembarquer dans le marathon là, des pages. Là-dessus, je passerai à un sujet qui est vraiment... C'est Julien qui a attiré mon attention là-dessus et je trouve ça vraiment intéressant et je pense qu'il y a matière à réflexion éthique là-dessus. Ça a été annoncé en février qu'un nouvel album de Osamu Tezuka, écrit par une intelligence artificielle, paru au Japon en février, justement. Donc, l'idée, c'est que l'intelligence artificielle a repris les codes et les thématiques des albums de Tezuka et a fait une œuvre nouvelle. Moi, personnellement, ça me fait peur. On est dans l'appropriation complète par, je veux dire, on est dans l'appropriation culturelle mais artistique. Vous en pensez quoi? Jean-Michel, tu penses quoi de ça? Est-ce que tu penses que c'est inévitable? Moi, une affaire déjà là, avec cette nouvelle-là que je ne connaissais pas, c'est que je trouve que c'est extraordinaire qu'ils ont pris le créateur d'Astro Boy pour faire ça. Ben oui! C'est la meilleure idée du monde parce que tu pars de cette idée-là qu'il y a une machine avec une face d'humain qui te fait des babayes puis qui fait des aventures. Ça, déjà, c'est déjà une bande dessinée en soi-même. C'est pas quelque chose, en fait, pour cette problématique-là, c'est pas quelque chose qui est propre à la bande dessinée. C'est la même chose avec l'hologramme de Tupac, c'est la même chose avec... Oui, c'est un peu en train de contaminer tout. Je ne crois pas, pour prendre un exemple qui est corrélaire, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui a vu le concert holographique de Tupac et qui dit qu'il a vu Tupac en concert.
c'est la même chose. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui lit ce livre-là en disant qu'il est en train de lire un Yakuza. Il y a une bulle mentale qui se fait autour de cette œuvre-là. Je veux juste mentionner que le projet, c'est pas nécessairement un projet tant artistique que ça, plutôt que publicitaire. C'est-à-dire que la compagnie qui a promu cette chose-là veut faire la promotion de ces intelligences artificielles avec ça. Donc, voyez ce que nous pouvons faire. Nous pouvons créer un album d'un mangaka célèbre. Voilà. Mathieu, si tu permets, je veux juste... Hop. Ben, juste par rapport à ça, par rapport à la valeur commerciale, ça ne sera pas très long, Julien. C'est que, tu vois, en plus, je rajouterais que, parce que avec ce détail-là, que c'est une compagnie qui est en train d'essayer de montrer la force de leur intelligence artificielle, l'adaptabilité, je suis prêt à... en fait, je suis pas convaincu que qu'est-ce qu'ils veulent, c'est pas de montrer une œuvre qui serait fidèle. Je crois qu'ils présentent une œuvre et qu'ils reçoivent le feedback des gens qui soulignent l'infidélité de l'œuvre. Parce qu'actuellement, les intelligences artificielles, c'est ça qu'ils veulent aller chercher. Ils veulent aller chercher le 99,9% de similitude. Fait que là, si ton facsimilé de Tezuka, c'est 97%, eux autres, ils veulent aller chercher ce 2%-là. Fait qu'ils l'envoient dans le public et ils collectent tous les gens qui font « Ouais, cette case-là, il l'aura pas fait de même. » ou cette ligne-là. Et ils précisent l'algorithme de l'intelligence artificielle. Ah oui. Fait que c'est comme cette petite affaire-là effectivement, c'est pas toujours dans l'ambition artistique. Julien? Non, c'est ça. Non, c'est vraiment fascinant. Puis moi, c'est ça, à la fois, je suis fasciné, mais je suis un peu terrifié parce que ça remet un peu en question mon travail. Mais juste pour être certain qu'on a les mêmes bases, c'était, tu sais, oui, tout ce que vous avez dit, c'est ça. Il y a aussi l'idée de faire une expérience scientifique et artistique, puis il y avait des interventions humaines d'une équipe. Oui. L'intelligence artificielle a absorbé toute sa littérature, a proposé un script, il y a des humains qui l'ont retravaillé, il a écrit le script, les dialogues ont été retravaillés, et ensuite, c'est ça qui est assez fou aussi, c'est que c'est une machine qui dessine. Et oui. C'est retravaillé aussi par une équipe d'humains. Donc, c'est comme un hybride. Mais ça a été approuvé par les héritiers de Tezuka, qui ont dit oui, mon père aurait pu faire ce manga-là. Francis, ça te donne-tu froid dans le dos par rapport à... ou froid dans le dos, ou espoir par rapport à la plénitude, pas la plénitude, mais la longévité de ta carrière, même après ta mort? J'avoue que je suis bien intrigué par tout ça. Je serais curieux de lire le Tezuka en question. Je ne l'ai pas lu encore. Je n'ai pas lu tant que ça non plus du Tezuka, là, donc je ne sais pas si je serais capable d'avoir un œil assez aiguisé. Sinon, ben, tu sais, un peu comme ce que disait Julien, est-ce que ça pourrait être rigolo d'avoir l'intelligence artificielle qui connaît mon travail, puis qui me propose des idées, tu sais, puis après ça, ben moi, je pars de ce que la machine me propose, puis je le remanie, je l'amène ailleurs, tu sais, ça pourrait être un genre d'assistant, tu sais. Un genre de correcteur automatique? Ouais, de créatif, là, tu sais. Oui. Non, mais c'est ça. Mais est-ce que tu voudrais ça pour vrai? Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être pratique pour toi dans ton travail? Ben, pratique, je ne sais pas, tu sais, je suis quand même quelqu'un que je me considère paresseux, donc c'est sûr que quelqu'un qui fait tout à ma place, je n'irais peut-être pas ça, mais bon, en même temps, c'est vrai que ça fait un peu peur, tu sais, de dire, ah ben là, coudonc, ils n'auront plus besoin de nous autres, mais je pense pas que ça va arriver, là. J'y crois pas. Mais tu sais, je serais bien curieux d'essayer, là. Pour l'instant, j'en suis là. J'en suis pas à ça m'en prend un. J'en suis à, bon, ça donne, on essaiera, mais c'est sûr que ça pose des très bonnes questions. Julien, toi? Ben, je trouve ça vraiment intéressant ce que Francis vient de dire parce que là, on est comme dans l'optique que ça devient un outil comme un autre pour nous aider dans notre travail. Moi, dans le fond, je trouve que c'est une curiosité. Je trouve ça intéressant comme expérimentation. Jean-Michel l'a soulevé tout à l'heure. Tant que ça reste comme transparent que ce projet-là, il a été fait en grande partie avec une intelligence artificielle. J'ai pas de problème. Si c'est dit, si c'est souligné, là, le problème, ce serait si, exemple, la nouvelle BD de Mike Mignola, mais dans le fond, c'est une intelligence artificielle super bien développée qui l'aurait fait, mais que c'est pas dit. Là, j'aurais un problème personnel avec ça. Par contre, pour aller dans quelque chose de plus réaliste, mettons, présentement,
Inquiète-toi pas, Jean-Michel, on te fait parler dans 2 secondes. Oui, j'ai juste un dernier truc, c'est qu'un logiciel qui ferait mes ombrages, ferait mes effets de lumière, ferait une partie de ma couleur. Mon aide coloriste m'aide beaucoup, mais si je pouvais avoir ce logiciel-là, je serais très curieux d'essayer. Je sais que présentement, il y a un logiciel, je ne me rappelle plus du nom, mais que tu pointes la direction de la lumière, la source, puis ça génère tes ombres sur tes personnages, sur ton décor. Après, tu peux toujours le retravailler, j'imagine, mais ça, c'est le genre d'outil que moi, je serais prêt à l'essayer demain matin, là, parce que je sauverais en temps. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose par rapport à l'intelligence artificielle que, vous l'avez super bien cerné, c'est une technologie de soutien. C'est toujours là pour aider, pour donner un coup de main, puis le remplacement n'est pas nécessairement là. Mais là, j'ai comme une super drôle de question par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait du dernier Astérix? C'est qu'on fait quand même passer pour des Uderzo Goscinny, mais qu'on sait que c'est plus le cas, mais qu'on est correct avec parce que c'est un humain derrière. Mais on ne serait pas correct avec parce que c'est une intelligence artificielle derrière. Donc, toi, tu fais vraiment le lien entre les deux, même s'il y a le nom des autres auteurs. Donc, si on écrivait sur la couverture, tu penses intelligence artificielle, ça ne passerait pas aussi bien que si on écrivait Ferry et je ne sais plus qui le fait, le Conrad? Non, mais c'est plus que quand on reçoit cet Astérix-là, qui fait tout en son possible pour nous faire croire que les deux créateurs sont encore vivants, oui. Entre les pages, on ne panique pas, on ne capote pas, on est comme les choses, la mortalité. Mais là, on est en train de proposer que ce soit une machine qui le fait et les défenses. Moi, celle-là, je la trouve vraiment intéressante. T'sais. Donc, on ne serait pas prêt, tu penses, en tant que... On serait pas prêt. La société n'est pas prête à ça encore, mais ça s'en vient. On s'en va vers ça, totalement. Parce qu'on n'était pas prêt avant à ce que Uderzo et Goscinny soient morts. On s'était fait à l'idée. Et là, on s'est fait à l'idée qu'on lit des albums même quand ils sont morts. Donc, J'imagine que c'est une question de temps. Mais c'est pour revenir, excusez, je parle beaucoup d'hologrammes, là. C'est-tu toi ou c'est ton hologramme qu'on voit en ce moment, là? Quand il y a un des Beastie Boys qui est décédé, un peu avant, ils ont eu une décision contractuelle. Le groupe s'est entendu sur le fait qu'il n'y aurait jamais de reproduction holographique des membres marquants, peu importe là, qui nous quitterait. Les Beastie Boys doivent être vivants pour performer ensemble. J'imagine que c'est le genre de truc qui va apparaître en création. On va commencer à dire pas d'album posthume, peu importe les outils que vous utilisez pour le faire. Il y a des gens qui vont commencer à prendre les dessus là-dessus. Ben, j'imagine, en fait, c'est un peu dans le modèle RG où il y a demandé, je veux dire, déjà ça se faisait. Je veux dire, je veux pas que mon œuvre soit reprise d'une manière ou d'une autre. Après, je trouve ça quand même drôle. Moi, j'aurais jamais l'idée dans mon contrat avec le Festival BD de Montréal de mettre pas de reproduction holographique après ma mort, mais bon, regarde, ils font bien ce qu'ils voudront. Grâce aux derniers 50 minutes, c'est une chose qui est possible maintenant. Oui, c'est ça, exactement. C'est en plein ça. Messieurs, on va terminer là-dessus, en fait, avec un dernier petit tour sur comment vous appréhendez le futur dans votre travail. Francis, j'irai avec toi là-dessus. Il nous reste un petit 5 minutes. J'aimerais ça que tu me boucles ça en 30 secondes. Comment tu vois ton travail dans 15 ans? Dans 15 ans, ben, je pense que les améliorations que j'ai en tête, que je veux m'amener, sont vraiment au niveau, mettons, de mon style de dessin, d'avoir le dessin que je rêve d'avoir, tu sais, puis de raconter des histoires, de trouver d'autres nouvelles façons de raconter des histoires, mais je parle encore toujours de livres, tu sais. Mais après, si je regarde mon parcours jusqu'à maintenant, ben j'ai slalomé, j'ai fait un peu d'animation, là, je suis en train de travailler avec l'ONF sur un truc qui est sur Instagram. Puis, bon, ça, c'est un essai aussi où je mélange un peu la bande dessinée, un peu l'animation. Fait que je reviens à essayer d'autres façons de créer. Donc, j'ai l'impression que les prochaines années vont être ça. Fait qu'on s'en reparlera dans 15 ans, puis sûrement que je vais avoir mon assistant intelligence artificielle qui ça va être merveilleux. Pour moi. Tu vas l'appeler comment? Ah, je sais pas. Je vais l'appeler Julie Paris. Tu sais, imaginez ça, tu commences un dessin, puis là, il apparaît quelque chose que tu pourrais faire. Ben oui, j'avais pas pensé. Julien, tu vois quoi, toi?
Bonne question. Dans le fond, moi, c'est sûr que je veux continuer de raconter des histoires avec mes dessins. Puis, si je peux rejoindre le lectorat avec d'autres médiums comme le dessin animé, comme des expériences en réalité virtuelle, un jeu vidéo peut-être, mais toujours plus de livres, toujours plus d'albums de BD, mais ça, je serais très content. Mais je pense que l'idée, c'est vraiment de raconter des bonnes histoires, des belles histoires, mais peut-être avec des nouveaux médiums qui font vivre des émotions variées aux gens. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, effectivement. Jean-Michel, je laisse le dernier mot au chercheur que tu es là-dessus. Dans 15 ans, on va regarder quoi? Ben moi, je trouve qu'on a passé par les greffes. Je trouve qu'on se faire poser un 6e doigt, qui est comme un crayon, pour être capable de dessiner puis ancrer en même temps. Je sais pas. Moi, j'ai... Voilà, Julien, il y en a un. L'avenir est biologique. Mais bon, ben, on va se dire ça, on va se laisser là-dessus. L'avenir est biologique. Alors, Jean-Michel Bertillon, un gros merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, Jean-Michel? Nulle part. C'est parfait. Francis? En ce moment, je vous invite à suivre parenthèse_ONF. C'est là que je suis en train de faire ma plus récente création. Oui, un super projet duquel on n'a pas parlé sur Instagram, effectivement, mais allez voir ça. Donc, on peut te suivre sur Instagram là-dessus, hein, Francis? Ouais. Julien, toi, on peut te suivre où sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai une page artiste, j'ai un Instagram et un Twitter avec mon nom complet, Julien Paris-Sorel. Et si vous voulez suivre l'avancement de ma série actuelle, il y a une page Facebook de Aventurosaure. Un gros merci, les gars, et j'invite les gens à continuer à suivre le festival qui se poursuit ce soir, demain et mercredi prochain avec d'autres activités en ligne. Un gros merci à tout le monde. Bye bye. Merci. Merci. Salut.